Alors, je crois que ça y est, nous sommes en live. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire en ce jeudi 18 juin, donc qui sera dédié à la signature électronique. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Morgane Thuillier, donc chef de produit sur la signature électronique et la gamme RH chez DocaPost, et je suis aujourd'hui accompagnée d'Olivier Normand. Olivier, je te laisse te présenter. Oui. À la direction marketing, je m'occupe de numérique et de la conformité réglementaire des solutions. Donc, on va aborder certains sujets de réglementation sur la signature. Exactement. Alors, très belle transition. Aujourd'hui, au sommaire, donc on va évoquer bien évidemment le contexte réglementaire de la signature électronique pour reposer un peu les bases et les fondements de cet outil aujourd'hui qui est très apprécié et très utilisé dans les démarches de dématérialisation des entreprises. Ensuite, on va passer sur la présentation de la gamme signature, donc pour faire une sorte de panorama des solutions existantes. Alors, d'une manière générale sur le marché, mais ce qu'on peut proposer aussi chez DocaPost / Medeva. Et ensuite, on fera un focus sur la solution de signer en ligne, donc qui est notre solution dite packagée en mode SaaS. Et on finira donc avec une démonstration de l'outil pour que vous puissiez voir globalement comment ça fonctionne. Et on terminera par des questions-réponses. Donc, comme d'habitude, si on n'a pas le temps d'y répondre en live, on prendra le temps d'y répondre a posteriori et on vous renverra le fichier complété. Alors, c'est parti pour la partie contexte et réglementation. Donc, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc les deux textes sur lesquels s'appuie la signature électronique et concrètement ce qu'est une signature électronique? Oui, alors habituellement, quand on a plus de temps, on ne parle pas que de deux textes, puisque la signature électronique, enfin la signature en général existe depuis 8000 ans. Et donc, dans la version plus moderne et plus récente et surtout digitale, effectivement, le démarrage de la signature électronique doit être daté du 13 mars 2000. Donc, on a fêté le 20e anniversaire. Et cette loi importante sur la confiance numérique du 13 mars 2000 a permis la création à l'époque de deux nouveaux articles du Code civil qui à l'époque s'appelaient le 1316-1 et 1316-4, qui sont devenus en 2015, avec la révision du Code civil, 1366 et 1367. Et que disent ces deux articles? Et ces deux articles sont fondamentaux parce que s'ils n'existaient pas, eh bien, en fait, l'ensemble de le digital n'existerait pas du tout, puisque ce premier article dit qu'un document numérique a la même valeur juridique qu'un document papier. Donc c'est fondamental. Si ça n'existait pas, eh bien tout le reste n'aurait aucun sens. Et l'article 1316 nouveau du Code civil est consacré, lui, à la signature et indique que dans certaines conditions, qu'on détaillera peut-être, la signature électronique a la même valeur juridique, c'est-à-dire qu'elle bénéficie des mêmes effets juridiques que la signature manuscrite. Et quand on regarde dans le détail, dans la réalité, ce que je viens de dire est vrai uniquement pour la signature de niveau qualifié, puisque, vous le savez, depuis juillet 2014, le règlement IDAS, dans IDAS, il y a S, le S, c'est le S de signature. Donc, ce fameux règlement qui a mis tant de temps à sortir, le numéro 910, a permis de mettre en place tout un ensemble, un corpus juridique général et valable pour l'ensemble des États membres de l'Europe, et qui s'applique donc à l'ensemble des citoyens européens qui utilisent des solutions européennes, et a permis de mettre en place un corpus juridique concernant les prestataires de services de confiance, des solutions d'identification, de recommandés, d'horodatage et de signature. Voilà, ça a été les trois grands thèmes, avec d'autres aussi, mais qui étaient plus des thèmes d'organisation des prestataires de services de confiance sur l'ensemble du territoire européen. Et ce règlement IDAS, outre avait comme objectif non seulement d'harmoniser les solutions, les valeurs juridiques des solutions, pour faire court, des solutions digitales sur l'ensemble du territoire européen, ce qui n'était pas le cas avant la publication de ce règlement, mais également avait pour vocation d'augmenter la confiance numérique, puisque effectivement, quand on met en place un cadre juridique sur un système,
peu importe qu'il soit numérique ou pas, eh bien, c'est plus confortable pour obtenir la confiance de ses utilisateurs que si un système fonctionne en dehors de tout cadre juridique. Et s'agissant de la signature, il est bien évidemment important que l'utilisateur utilise des solutions digitales de signature en toute tranquillité et en étant persuadé qu'en cas de litige ultérieur avec ses contreparties ou les co-signataires, il n'y aura pas de difficulté. Et ce règlement IDAS, ensuite, une fois qu'il a posé ce cadre qui a permis d'augmenter la confiance et d'harmoniser la reconnaissance des solutions digitales sur l'ensemble de l'Europe, eh bien, a mis en place un certain nombre de niveaux de garantie il y a 2 niveaux ou 3 niveaux selon les objets digitaux dont on parle. Par exemple, pour le redatage, il y en a 2, pour la lettre recommandée, il y en a 2, pour l'identité, il y en a 3, et pour la signature, il y a en effet 3 niveaux de garantie. Un niveau de garantie, ça veut dire, c'est là, on va dire, pour simplifier, la robustesse juridique, c'est-à-dire l'opposabilité de la solution en cas de litige, si elle est contestée, et si elle est contestée sur le sujet en question. Voilà. Donc, pour la signature, c'est 3 niveaux. Vous le savez certainement déjà. Le niveau simple, le niveau avancé, le niveau qualifié. Alors, comme dit tout à l'heure, le niveau qualifié, c'est le niveau élevé, c'est celui qui bénéficie, en vertu des dispositions de l'article 1367 du Code civil, de l'équivalence des effets juridiques avec la signature manuscrite. Être qualifié, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est cher à mettre en œuvre. Il y a un coût de la prestation est elle-même suffisamment compliquée et doit apporter suffisamment de garanties sur tout un tas de sujets pour qu'elle ait un prix de revient suffisamment important. Être qualifié, c'est répondre à des exigences importantes qui n'ont pas vraiment été établies dans le règlement IDAS, mais qui ont été décrites dans un règlement d'exécution. Vous savez que ces grands règlements sont suivis souvent de règlements secondaires dits d'application. Et ce règlement 1502 de décembre 2015, donc qui a été promulgué plus d'1 an après, a décrit quelles étaient les exigences techniques de sécurité organisationnelles ou fonctionnelles auxquelles il fallait répondre pour être identifié, pour être certifié, parce qu'il y a des audits qui vont vérifier votre niveau et qui vont dire vous êtes conforme à ce niveau ou à un autre, auquel il fallait répondre. Et être qualifié, c'est compliqué parce que le prestataire doit être lui-même qualifié, il doit utiliser des solutions de redatage qui sont aussi qualifiées, il doit créer le dispositif de signature d'une façon qualifiée, il doit le conserver d'une façon sécurisée, il doit le transmettre au porteur de la signature d'une façon suffisamment fiable pour obtenir un haut niveau de fiabilité sur l'identification et sur l'identité de la personne à qui il est remise. Donc, il y a tout un tas de dispositions, y compris organisationnelles. Le prestataire qui délivre des moyens de signature de ce niveau-là doit être lui-même, doit répondre à des exigences d'organisation au sein de son entreprise, les contrôles d'accès physiques dans l'entreprise, mais également les contrôles d'accès logiques sur les systèmes d'information, qui eux-mêmes doivent être configurés d'une certaine façon, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de critères. Il y en a plus d'une trentaine pour être qualifié. Et donc, il y a gentiment des auditeurs qui viennent vous voir si vous en faites la demande et qui vont vous dire que vous êtes qualifié ou pas. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, vous serez sur la liste de confiance du pays d'appartenance. Pour nous, c'est la France. Et si la France le souhaite, elle peut transmettre cette inscription dans la liste à la Commission européenne. Et moyennant quelques examens complémentaires, vous pouvez être également sur une liste de confiance européenne. Et quand vous êtes à ce niveau-là, alors votre solution de signature qualifiée a la même valeur juridique partout au sein des 27 maintenant États membres de l'Europe. Alors, si vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez pas loupé votre vie de signature pour autant, parce que souvent on entend ça, on est qualifié ou ça vaut rien. Pas du tout. Vous pouvez être aussi avancé. Alors, avancé, c'est un peu la même chose que qualifié, mais avec un nombre d'exigences et une rigueur dans l'exigence qui est un peu plus faible. Alors, pour vous donner un exemple concret, qualifié, vous devez nécessairement disposer d'un dispositif, d'un moyen de signature électronique qui vous a été remis avec, comme je le disais tout à l'heure, avec un haut niveau de confiance concernant votre identité, qui doit être sur un support physique, une clé USB ou une carte à puce,
et qui doit donc avoir été fabriqué, remis, conservé avec tout un tas d'autres systèmes de backup derrière qui sont organisés d'une façon renforcée. Être avancé, c'est un peu la même chose, mais vous pouvez avoir des moyens plus simples de remise, des moyens plus simples de fabrication et donc un niveau de garantie plus faible, y compris s'agissant de votre identité. Et si vous n'êtes ni qualifié ni avancé, pour autant, vous n'êtes pas inexistant, vous êtes de niveau simple, donc c'est tout le reste, on va dire. Et pour autant, ayez bien en tête que quasiment 99% des signatures aujourd'hui dans le monde sont de niveau simple et qu'il n'y a pas vraiment eu de contestation, quasiment aucune, en tout cas pas pour ça, de contestation en cas de litige sur une signature. Jamais aucun tribunal dans le monde n'a invalidé une signature de niveau simple au motif qu'elle était simple. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Il y a l'article 25 du règlement IDAS qui rappelle bien que de toute façon, on ne peut pas invalider un système au motif seulement qu'il se présente sous forme électronique. Et le niveau simple n'est pas un motif suffisant pour invalider une signature. Ça n'a jamais été le cas dans le monde. En tout cas, pas pour la raison que le niveau de signature était simple, pour d'autres raisons éventuelles, parce qu'il y avait un défaut quelque part où il manquait un certain nombre de preuves. Les preuves sont largement suffisantes avec le niveau simple, s'agissant de l'identification de la signature. Et si on l'était dans d'autres circonstances d'organisation de ce séminaire, on irait plus loin encore pour rappeler la signification d'une signature électronique qui est chargé évidemment d'identifier le signataire, ensuite de valider son accord, son consentement au contenu de l'acte signé et des obligations qui en découlent, mais également, c'est essentiel également, c'est de lier la signature au document sur laquelle elle est apposée, qu'elle soit de façon manuscrite ou de façon électronique. Et c'est là que dans le niveau simple avancé qualifié, il y a des différences de robustesse et de... Mais vraiment, retenez que le niveau simple systématiquement utilisé, je vous dis 99%, et n'a jamais à ce jour été contesté. Alors, du coup, c'était très complet, donc on va pouvoir passer, maintenant qu'on a vu un peu le contexte réglementaire et les différents niveaux de signature qui ont pu en découler récemment, on va voir aujourd'hui sous quelle forme on peut aujourd'hui utiliser la signature électronique. Alors, globalement, aujourd'hui, sur le marché, vous allez avoir des solutions dites packagées. Donc là, on va être sur finalement des solutions dites en mode SaaS. Donc, c'est une URL à laquelle je vais accéder via un navigateur Internet. J'ai un login, un mot de passe, je me connecte et je suis autonome pour la création de mes circuits de signature. Donc, c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans le webinar. J'ai ensuite la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle des API. Donc là, on va être plus sur des projets avec une maturité, on va dire, numérique un peu plus élevée. Donc là, je vais partir du principe que j'ai des documents qui sortent de mon SI ou de mon applicatif métier que je souhaite garder, que je souhaite faire signer à partir de cet environnement-là. Et donc, je vais construire mes propres parcours à partir de mon applicatif métier ou de mon SI. Et je vais donc, pour ce faire, intégrer ce qu'on appelle des API, des web services, pour pouvoir faire ces parcours-là et créer les parcours de signature. Donc ça, c'est possible quand j'ai les ressources ou les compétences en interne pour le faire, notamment de développement. En revanche, quand je les ai pas, dans ces cas-là, je peux faire appel à un prestataire pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle du sur-mesure. Donc là, en fait, je vais tout simplement établir un cahier des charges que je vais soumettre à des prestataires qui vont réaliser ce qu'on appelle un chiffrage, donc coter finalement le projet. Et donc, si je suis en phase avec la cotation qui a été réalisée, on donne le go. Et dans ces cas-là, ce sont des équipes spécifiques qui vont développer pour le compte du client les parcours sur mesure. Donc voilà aujourd'hui à peu près le panorama qui est proposé sur le marché. Donc, et j'anticipe une question, la valeur juridique de la signature n'est pas dépendante de la manière de laquelle elle est installée, qu'elle soit utilisée directement à partir d'une application ou par API ou installée d'une autre façon. Donc aujourd'hui, c'est pas exhaustif. En termes d'objectifs et d'attentes, on a sur le marché le besoin de fluidifier le parcours client, optimiser le temps et les ressources,
parce qu'aujourd'hui, faire signer des documents, et on l'a vu dans cette période de confinement, c'est assez chronophage finalement, d'autant plus quand après on est tributaire de tout ce qui est des ressources matérielles ou les délais postaux, etc. La possibilité aussi d'accélérer le taux de transformation. Nous-mêmes, on l'a vu en interne dans notre organisation, le fait de mettre en place la signature électronique, ça permet de retourner les documents et des contrats de manière beaucoup plus rapide que par courrier. La possibilité aussi, de la mobilité, de pouvoir, par exemple, si j'ai une force commerciale nomade, qu'elle puisse partout et n'importe quand pouvoir faire signer des documents. C'est également aujourd'hui les attentes du marché. Et d'une manière générale, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, il y a quand même cette notion, on va dire, sous-jacente de respecter le cadre réglementaire, dans le cadre où il pourrait y avoir des litiges derrière. Également, le besoin d'avoir un prestataire qui a le savoir-faire, l'expertise, et qui va apporter des garanties en termes de sécurité, que ce soit au niveau de toute la chaîne de confiance finalement, que ce soit au niveau de l'archivage, de l'autorité de certification qui va délivrer les certificats, ou le fait d'être tiers de confiance d'une manière générale. Ce sont aussi des points clés. Alors, oui. Alors, je rajouterais que c'est même mieux que ça, c'est-à-dire que respecter le cadre réglementaire, en fait, la signature électronique va vous apporter une meilleure sécurité juridique parce que la capacité à fournir des preuves en cas de litige sur le signataire, sur l'horodatage de la signature, sur le document lui-même qui a été signé, l'intégrité du document qui est vérifiable, mais tout ça, c'est de bien de meilleure qualité, voire possible alors que ça ne l'était pas, sous la forme manuscrite. Donc, vous avez un bien meilleur corpus de preuves à fournir en cas de litige quand vous signez électroniquement. Et quand on dit que ça accélère la transformation, en effet, le process de signature au sein d'une organisation, surtout si elle est importante, peut être très lourd quand il faut véhiculer des documents papier, alors qu'il est instantané quasiment quand il est électronique, ce process, y compris pour des gens qui ne sont pas au même endroit. Vous pouvez avoir des signataires aux quatre coins du monde qui peuvent, en un quart d'heure, signer le document, ce qui est évidemment impossible quand vous faites de la signature manuscrite. Donc, vous améliorez, c'est bien au-delà. Hein, la sécurité juridique est fortement augmentée et effectivement, le caractère opérationnel de la signature et rapide. On parcourra du coup après la démo ce qu'on appelle le fichier de preuve pour vous montrer justement toute la collecte de données qui sont ensuite intégrées dans ce fameux fichier. Donc tout le séquencement, on vous montrera ça après. Donc si on rentre un peu plus dans le détail de la solution, de la solution en tout cas packagée, donc chez nous elle s'appelle Signer en ligne. Donc Signer en ligne, c'est une solution qui est ergonomique, clé en main. Donc on le disait tout à l'heure, accessible en mode SaaS, donc via une interface dédiée. Chaque client dispose de son propre environnement signé en ligne avec sa propre URL, etc. Et donc, on vient de le dire, conforme au cadre légal en vigueur. En termes de fonctionnalité, c'est aujourd'hui une solution qui couvre un périmètre fonctionnel assez complet. On est sur de l'accessibilité, smartphone, tablette, ordinateur, peu importe. Donc, on a de la signature en mode connecté. Elle peut être faite en face à face ou à distance. On observe de plus en plus, notamment, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des gens qui sont dans le secteur de l'immobilier. Il y a de plus en plus d'agences immobilières qui mettent en place dans leur agence des salles dédiées à la signature des documents, un peu comme chez le notaire finalement. Donc, ils veulent l'aspect électronique, mais ça leur arrive de signer ces documents-là en face à face, et donc cette solution permet de le faire. J'ai aussi la possibilité de signer en masse des documents en mode parapheur. Donc là, on peut prendre l'exemple d'un DRH, par exemple, qui va avoir un certain nombre de documents ou de contrats signés assez fréquemment. Donc là, en fait, il y a une fonctionnalité qui lui permet de signer tout ou partie des contrats qui lui sont destinés en une seule fois, donc avec bien évidemment la possibilité de lire les documents qui lui sont envoyés. En termes de mode de consentement, on va avoir de la signature manuscrite ou bien une signature via code OTP, donc SMS ou email. On verra ça dans la démo juste après. La solution gère également la partie multidestinataire et multidocuments. J'ai aussi la possibilité de personnaliser les notifications email qui seront envoyées à mes destinataires. Donc, et ce, à chaque étape du circuit, que ce soit pour une action à réaliser. Par exemple, je vais demander
à Olivier de signer le document, la notification qui lui sera envoyée, je peux la personnaliser. Si le document est refusé, si le circuit est annulé, etc. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de séquencer mon circuit avec des étapes. Donc là, pareil, on va être sur des circuits, on va dire, un peu plus complexes. Mais toujours est-il que si j'ai une notion de workflow dans mon organisation, avec toujours, si je prends l'exemple d'un RH, le contrat doit être validé par le manager, ensuite il doit être validé par le DRH, puis signé par le DRH, puis signé par le candidat. Eh bien, tout ça, je peux l'orchestrer et faire en sorte que les étapes soient dépendantes les unes des autres. Et donc, tant que celle d'avant n'est pas réalisée, celle d'après ne peut pas commencer. Je peux aussi, si j'ai toujours des workflows déjà pré-paramétrés dans mon entreprise, créer ce qu'on appelle des modèles de circuit, où donc là, du coup, je vais pouvoir déjà pré-paramétrer toutes les caractéristiques de mon circuit que je vais ensuite pouvoir réutiliser et personnaliser si besoin, autant que je le souhaite. On est sur un archivage des documents dans un coffre à vocation probatoire pendant 10 ans, et ensuite l'import en masse de contacts utilisateurs. En termes d'action, signer en ligne, donc bien que le mot signer soit dans le nom de la solution, c'est plus que ça, puisqu'on va avoir 5 types d'actions qui sont possibles par des destinataires. Donc, je viens de le dire, l'approbation, la signature, bien évidemment, la possibilité de compléter, de recevoir pour info, ou même d'ajouter des pièces justificatives. Donc, je vous ai mis très rapidement en 8 étapes. Je vous propose, il nous reste 9 minutes, de passer directement à la démonstration de la solution pour que vous puissiez voir, finalement, on va faire un circuit très rapidement sur la solution et on va tester ça ensemble. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, on va prendre l'onglet Signer. Olivier, je veux bien que tu me dises si on voit bien mon écran. Ok, bah c'est parfait. Donc là, je suis connectée donc, sur l'URL. Donc, on est sur du test. Hein. Donc, j'ai mon login, mon mot de passe. Je clique sur se connecter et donc, j'arrive sur la page d'accueil. Ici, je vais avoir, donc là, on a les nouveautés. Ici, je vais avoir donc toute la partie administration, donc les préférences, admin, contact, etc. Donc, c'est ici que je vais pouvoir créer, par exemple, un utilisateur auquel je vais pouvoir associer un certain nombre de droits. Et donc, on va lancer tout de suite un circuit de signature. Donc là, je vais faire nouveau circuit. Je peux également faire ici, comme je le disais à l'instant, pouvoir utiliser un modèle. Donc, nouveau circuit. Donc là, je vais être finalement sur la partie dite administrative de la solution. Donc, je vais nommer mon circuit. C'est ce qui va me permettre plus tard de le retrouver plus facilement si j'ai besoin de rechercher qui avait signé ou même le document en lui-même. Donc là, je nomme mon circuit. Je peux également ajouter des mots-clés. Donc là, dans la démo, on va signer un bon de commande. J'ai des paramètres avancés. Je peux notamment paramétrer la lecture obligatoire des documents. Beaucoup d'entreprises souhaitent encore, ont encore on va dire un attachement à la notion de paraphe. Donc, c'est un des moyens qui permet d'atteindre le même objectif qu'une paraphe sur un document. Ensuite, ici, je vais pouvoir autoriser la modification, ajouter une page au document avec les pavés, définir la langue qui sera utilisée pour les échanges dans le circuit et le délai d'expiration du circuit que je peux également préparamétrer. Donc, j'enregistre. Ici, je passe au bloc documentaire. Donc, je vais venir ajouter mon document. Donc, on a dit un bon de commande dans le pavé. Donc, on est sur du PDF. Derrière, ça va venir me calculer le nombre de pages et la taille. D'une manière générale, pour un circuit, on est sur 50 mégaoctets de documents max. Donc, ça fait quand même beaucoup de documents quand on est en PDF. Et donc, tout à l'heure, je le disais, je vais pouvoir ici ajouter autant de documents que je souhaite, tant qu'ils doivent être signés, ou en tout cas une des personnes doit agir dessus. Et j'ai également la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des annexes. Alors, les annexes, ici, dans l'outil, elles sont ni signées ni archivées. C'est vraiment des documents qui vont être mis à disposition pour consultation par le destinataire. Donc, si je prends le parallèle avec une agence immobilière, ça va être, par exemple, lorsque je vais envoyer mon bail de location, je peux envoyer, par exemple, une note informative sur le quartier où se trouve le logement. Donc, ce document-là, il a uniquement vocation à informer le destinataire et il n'a pas besoin d'être signé. Et donc là, en revanche, je peux être sur d'autres formats que du PDF. Donc, je peux mettre du PDF, du Word, de l'Excel, du PowerPoint ou de l'image, peu importe.
Je vais passer ici, du coup, au niveau de mon destinataire. Donc là, vous voyez ici que j'ai ma notion d'étape. Donc je vais soit pouvoir saisir à la main les coordonnées, ou alors je vais venir ici, depuis mes contacts, venir chercher le destinataire qu'il faut bien. Oui. Morgane, je t'interromps parce que j'ai une question là concernant le format de fichier que supporte le SEL. Est-ce que Oui. c'est SEL qui. Est-ce que d'abord c'est que du PDF ou pas? Et si on reçoit autre chose que du PDF, est-ce que Alors SEL aujourd'hui, on n'est transforme effectivement que sur du le document PDF. reçu en Il un est PDF? Comment ça prévu se passe? dans la roadmap de pouvoir charger, par exemple, un fichier au format Word qui sera ensuite transformé en PDF. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, 18 juin, 10h25, on prend que du PDF pour la Ok. signature. Donc là, vous avez vu, j'ai paramétré les coordonnées du destinataire. Donc le nom, le prénom, l'email de manière obligatoire, le téléphone de manière optionnelle. Je définis, donc là, on va faire une double action, donc compléter à distance. La pré-authentification, c'est tout simplement le fait de pouvoir paramétrer un accès sécurisé au document. Donc avant de pouvoir faire mon action, on va me demander un code à saisir pour pouvoir accéder au document. Donc là, on va mettre aucune. Et je vais combiner mon action de complétion à une action de signature, donc avec un code SMS. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans la signature électronique, c'est qu'à partir du moment où j'ai signé le document, il ne peut plus être modifié. Donc, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui a une étape de signature, ça veut dire que derrière, je ne pourrai pas demander à quelqu'un d'autre de compléter le document, puisque du coup, ça invaliderait les signatures déjà posées. Donc là, j'ai une étape, un destinataire, comme je le disais tout à l'heure. Si je veux complexifier un peu mon parcours, parce que avant, une fois que Morgane a signé, il faut par exemple qu'Olivier signe, et bien dans ces cas-là, je vais rajouter une deuxième étape, etc., etc. En termes de destinataire, je suis pas limitée non plus. Je vais pouvoir ajouter autant de destinataires que je le souhaite dans l'étape 1, donc dans la limite de 20 signataires par circuit. La seule différence, c'est que du coup, pardon. Et on peut importer, Oui, on peut importer un carnet d'adresse pour, ou pas? Cette notion de carnet d'adresse. alors C'est une question qui effectivement, est posée l'envoi de également. circuits en Donc, masse on est peut également importer un carnet possible. d'adresse Donc avec le chargement d'un préalablement. fichier CSV comprenant les infos des destinataires et ensuite du ou des documents concernés, je peux envoyer en masse jusqu'à là, il y a encore pas longtemps, un client a fait 600 envois de circuits en chargeant uniquement son document et son fichier CSV. Donc du coup, je peux mettre, donc je disais, autant de destinataires dans l'étape. La seule chose, c'est que du coup, tous les destinataires vont recevoir leur notification en même temps. Donc je peux faire ça lorsque l'ordre des signataires ne m'importe pas. Donc j'ai une action de complétion et de signature. Je vais faire suivant. J'ai ma fenêtre récap pour bien voir que j'ai pas écrit de bêtises. Donc c'est parti. Donc là, on va passer sur ce qu'on appelle l'étape d'édition du document. C'est le moment où je vais venir placer les champs, donc là que mon destinataire va devoir remplir, et également le champ de signature. Donc par un simple clic sur l'interface, je définis la zone que je mets en champ texte, je l'assigne à Morgane Tuilier, je la rends obligatoire, et là, je vais rajouter mon champ de signature que je vais également afficher, que je vais également attribuer à Morgane Tuilier. Et si je veux faire apparaître mon cachet d'entreprise, donc finalement l'équivalent du tampon, je vais ici assigner signature fournisseur. Et donc maintenant que tous ces champs sont faits, je vais valider. Donc on attend que le traitement soit opéré. Et en parallèle, j'ouvre ma boîte mail puisque je vais recevoir la notification dessus. Donc là, si je fais un petit refresh de la page, alors, je viens de recevoir la notification, compléter, signer. Alors, je vais juste du coup étendre le partage. Alors, bougez pas. Je vais juste étendre le partage.
Hop. Donc là, vous voyez ici l'interface. Donc, je suis sur ma première étape de complétion. Olivier, est-ce qu'on voit bien mon écran, s'il te plaît? C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Donc là, j'ai mon étape de Oui, oui. complétion. On va dire que je suis aujourd'hui à Chessy. Hop. Donc, je vais valider la complétion. Je vais du coup embarquer directement sur l'étape de signature puisqu'on a paramétré une étape combinée. Alors, je suis désolée pour le délai vu qu'on est sur de la pré-prod, c'est un peu long. Donc là, ici, vous voyez que j'ai ma complétion qui a été renseignée. Je vais faire signer. Donc, signer. Là, je vais cocher la case que j'ai lu les documents et que j'accepte sans réserve les conditions générales. Continuer. Ici, j'ai le numéro de téléphone que j'ai déjà renseigné, que du coup, je ne peux pas modifier. Et donc, je vais cliquer sur recevoir mon code de signature pour pouvoir valider ma signature. Donc, c'est 391 322. Donc, c'est un code OTP à 6 chiffres. Je clique sur signer. Donc, toujours l'opération qui va être traitée en fond. Et voilà, je suis du coup, donc l'action a bien été réalisée. Donc, côté destinataire, c'est OK. Ici, vous pouvez voir que là, je vais rafraîchir, mais j'ai du coup le séquencement qui a été paramétré. Et donc là, ce qui se passe, c'est que côté utilisateur, je vais avoir la possibilité de télécharger le document qui a été signé et le fichier de preuve. Donc j'en ai la possibilité, c'est pas une obligation puisque comme je le disais, tous les documents sont archivés pendant 10 ans, d'accord? Et en tant que destinataire, donc là il y en avait qu'un, mais à la fin du circuit, une fois qu'il passe au statut terminé, le ou les destinataires qui auront été renseignés dans le circuit reçoivent par email une copie du document et donc signé et finalisé. Donc on va regarder, je pense que l'archivage est terminé, voilà. À quoi ça ressemble très rapidement et ensuite ce qu'il est déjà 32, on prendra quelques questions. Donc globalement, vous avez votre document PDF qui sera comme suit. Donc, on a le panneau de signature. Donc, vu qu'on est en test, c'est normal qu'il y ait des petits triangles orange. Quand on est en prod, on a la petite coche verte comme ici. Donc là, finalement, je vais ici avoir la représentation visuelle de la signature électronique de mon destinataire. Donc, ça n'a aucune valeur juridique, mais ça va venir renforcer, on va dire, dans un process qui peut être inhabituel pour certaines personnes. Au moins, j'ai la matérialisation visuelle de la signature électronique sur le document. Ici, j'ai ce qu'on appelle le cachet fournisseur, donc le cachet personne morale de l'émetteur du document. Donc là, si on prenait l'exemple de DocaPost, ce serait la signature électronique de DocaPost. Et enfin, on a le cachet de scellement et l'unité d'horodatage qui sont posés. Donc finalement, tout ce qui nous intéresse se trouve dans ce panneau de signature ici. Alors, si on avait le temps, on pourrait va regarder très rapidement ce que des détails fournis et des je ne preuves sais pas s'il y a techniques beaucoup aussi fournies de dans questions ce panneau parce de que je ne suis pas sur l'interface. Donc, et globalement, d'accord. Donc là, vous avez donc le fichier de preuve qui est fait pour chaque transaction. Et donc, je vous montre très rapidement. Vous allez ici avoir le séquencement de toute la transaction qui a été réalisée. Donc là, on peut voir l'heure à laquelle j'ai signé, à quelle heure le contrat a été reçu, à quel moment j'ai complété, à quel moment ça a été créé, puis à quel moment ça a été l'archivage a commencé et enfin a été finalisé. Et vous avez ensuite tout le séquencement détaillé ici.
Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a ce document-là qui rappelle l'ensemble des séquences de l'ensemble du circuit de signature, mais ce qui apporte réellement la valeur juridique à cette signature, c'est le panneau de signature en question, là, que Morgane a présenté brièvement, parce que quand on rentre dans ce panneau, alors on a les informations techniques qui prouvent ce qui a été fait et par qui. Là, sur ce document-là, il y a un résumé de l'ensemble des séquences, de qui a fait quoi, etc. Mais la preuve, elle est vraiment apportée. Et en cas de litige, qui va jusqu'au tribunal, ce qui est quand même rare, l'expert va s'attacher à regarder vraiment ce panneau de signature pour comprendre quelles sont les séquences réelles qui ont été réalisées dans cette signature. Il va rejouer, vous le savez que la signature garantit, on l'a dit tout à l'heure, hein, doit garantir l'identité du signataire, mais également apporte, ce que n'apporte pas la version manuscrite d'ailleurs, une garantie sur l'intégrité du document, c'est-à-dire le fait que le document n'ait pas pu être modifié après sa signature. Et là, on va regarder, grâce à ce panneau de signature et les éléments qu'il contient et les informations qu'il contient, l'expert, s'il est mandaté, va pouvoir rejouer cette signature, recalculer l'empreinte numérique du document et la comparer avec l'empreinte numérique initiale qui est également contenue dans le panneau de signature. Dans le panneau de signature, il y a vraiment une mine d'informations. Il y a le certificat qui a servi à réaliser cette signature. Il y a la clé publique qui va permettre ultérieurement de vérifier cette signature. Il y a l'empreinte numérique initiale de la signature, ce qui va permettre, si on rejoue la signature avec la clé publique et le certificat qui est fourni dans ce panneau de signature, eh bien de pouvoir avoir une deuxième empreinte numérique comparable et la comparer à la première. Et donc, si on avait le temps, là, je pourrais vous montrer. Ouais, non, on va essayer peut-être de je ne peux pas prendre la clôturer. main, non, c'est trop tard peut-être, Morgane. Parce qu'il y a juste encore quelques questions auxquelles je voudrais répondre. Ouais. Ok. Parce que, alors, notamment par rapport à Digipost. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore de lien avec Digipost, mais c'est effectivement quelque chose qui est dans les tuyaux et qui va arriver incessamment sous peu. Effectivement, pour que vous puissiez, donc il y aura deux possibilités. Dans un premier temps, vous pourrez décider de proposer l'envoi de documents dans un coffre-fort Digipost. Donc, étant également chef de produit sur la partie RH, je gère aussi le bulletin de paie multicanal. Donc, on peut très bien imaginer, en termes d'onboarding, par exemple, d'un salarié, le fait de pouvoir, dès la signature du contrat, créer le coffre Digipost, lui pousser les différents documents qui sont relatifs à son arrivée dans l'entreprise et ensuite enclencher, par exemple, avec la dématérialisation du bulletin de paye. Donc, Digipost, là, tout de suite maintenant, non, mais dans un futur très proche, oui. Ensuite, en termes de coûts, sur cette solution, on est sur une structure tarifaire qui repose sur un abonnement et ensuite un coût en fait au circuit. Donc, vous êtes facturé au réel tous les mois des circuits que vous aurez réalisés. Et ensuite, une question assez intéressante. Dans la pratique, peut-on mixer et celles passant par les API? Tout à fait. Si vous avez dans votre entreprise un service qui va avoir un besoin de solutions plus intégrées, vous pouvez très bien passer par la case API pour ces services-là. Et si vous avez d'autres services qui ont des besoins beaucoup plus simples et une solution SaaS leur suffit, vous pouvez aussi très bien déployer cette solution. Aujourd'hui, chez nous, il y a déjà quelques clients qui fonctionnent comme ça, qui ont commencé soit par le packager, qui ont eu ensuite une maturité un peu plus poussée et qui ont pris en complément des API, ou bien l'inverse, des clients qui ont commencé par de l'API et qui ont ensuite basculé pour des besoins plus simples sur de la solution packagée. Et aujourd'hui, les solutions coexistent très bien dans un environnement d'entreprise. Alors, il est déjà 39. Merci à tous pour votre participation. On va récupérer les questions. Donc, j'ai vu, Olivier, tu avais déjà rempli un certain nombre. Donc, on les reprendra toutes et on remettra toutes les réponses dedans. Comme ça, vous aurez, vous aurez l'exhaustivité du contenu. Merci à tous d'avoir. Et comme vous êtes encore 61, il faut rappeler un truc, hein, parce qu'il y a une question, c'est compliqué à répondre par écrit, c'est assez long. Vous êtes encore 61 en ligne, donc j'y réponds en une seconde.
ne confondez pas le certificat de signature et la signature elle-même. Hein. La signature, c'est un système technique de manœuvre qui va utiliser un certificat pour créer cette empreinte numérique. Alors, on va créer une empreinte numérique avec un algorithme et ensuite, on va chiffrer cette empreinte. Donc, la signature, c'est un dispositif électronique qui va utiliser des moyens techniques comme le certificat, comme des clés publiques, des clés privées, et réaliser une signature, puis la Très chiffrer. bien. Voilà, il y a une Bah, question on là-dessus, prend le mais reste comme c'est long à répondre et par on écrit, vous je enverra préférais donc la répondre par réponse, 60 le dire les oralement. réponses aux questions dans un fichier qu'on vous enverra à tous. Donc, merci à tous d'avoir participé. Le webinaire sera disponible en replay, pardon. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, on vous enverra également donc toutes les informations et les supports sur la signature électronique proposés par DocaPost. Donc, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci et bonne journée à tous.